C'est ça, le service? Vous ne connaissez donc pas le mot service? Je vous préviens, je vais déposer une plainte officielle auprès de la compagnie aérienne. Au milieu de la cabine, une personne criait à tue-tête, semant le trouble parce que le service ne lui convenait pas. À côté de ce passager, une hôtesse de l'air française s'excusait platement. Que s'est-il donc passé entre l'agent de bord et ce passager? Écoutons l'histoire d'aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Anne. Je vis actuellement à Paris, en France, et je travaille comme hôtesse de l'air pour une compagnie aérienne. Pour moi, aujourd'hui a été une journée incroyablement difficile. J'ai été si stressé et surmené que j'ai l'impression d'être sur le point d'attraper un rhume, tant mes nerfs sont à vif. Avant chaque vol, je suis du genre à réaffirmer mes propres principes et convictions, assurer la sécurité des passagers, minimiser leurs désagréments et faire tout mon possible pour que le vol se déroule sans encombre. Cependant, lors du vol d'aujourd'hui, une personne a fait voler en éclats toutes les convictions que je pouvais avoir. Un événement que je préférerais oublier s'est produit aujourd'hui lors d'un vol de retour des États-Unis vers la France. Avant le décollage, pour faciliter l'embarquement rapide des passagers et le rangement de leurs affaires, nous laissons ouverts les compartiments à bagages situés au-dessus des sièges. Mais une personne n'a pas apprécié cela. Ce passager n'arrêtait pas d'appeler les membres d'équipage pour exiger que nous fermions la porte du compartiment au-dessus de sa tête. Cependant, comme les passagers étaient encore en train d'embarquer, fermer les compartiments aurait retardé l'installation de tout le monde. Nous lui demandions donc de bien vouloir patienter jusqu'à ce que tout le monde soit assis. Visiblement irrité, il a insisté à plusieurs reprises pour que nous fermions le compartiment et finalement, après avoir obtenu l'accord des autres passagers de sa rangée, nous avons fermé la porte pour lui. N'était-ce que le début? Par la suite, ce passager n'a cessé de se plaindre de divers désagréments. La personne devant lui avait à peine incliné son siège qu'il s'est plaint que son espace était devenu trop étroit. Il m'a demandé de dire à la personne de devant de ne pas incliner son siège. Finalement, alors que je passais, il m'a interpellé. Je lui ai expliqué qu'incliner son siège était tout à fait autorisé et j'ai dit au passager qui se plaignait qu'il pouvait lui aussi incliner son dossier. Honnêtement, personne n'aurait jugé que le siège était incliné de manière excessive. Ce passager, qui se plaignait continuellement de futilité, a finalement profité d'une de mes erreurs pour déclencher un scandale monstre. Voici comment l'incident a commencé. Le passager a demandé de l'eau, disant qu'il avait soif. Je lui en ai apporté, mais il a rétorqué « Sur Lufthansa, on nous sert de l'eau gazeuse. Pourquoi pas ici ?» Je lui ai répondu que j'allais lui changer son verre et j'étais en train de lui chercher de l'eau gazeuse. Mais après avoir reçu l'eau pétillante, il s'est de nouveau emporté contre moi. « Et pourquoi vous ne mettez pas une tranche de citron vert dedans ?» C'est à ce moment-là que l'avion a commencé à piquer du nez, comme aspiré vers le bas, et la cabine a été secouée violemment. C'était une zone de turbulence. Lors du briefing avant le vol, nous sommes informés des heures prévues de turbulence, mais ce ne sont que des prévisions, et il n'est pas rare de rencontrer des turbulences en ciel clair. À cause de la secousse, le passager a laissé tomber le verre d'eau qu'il tenait sur mon pied. J'ai perdu l'équilibre et suis tombé, mon corps heurtant un siège. Heureusement, je ne tenais ni chariot ni boisson chaude, ce fut une chance dans mon malheur. J'ai enduré plusieurs secousses, comme dans des montagnes russes, tout en regagnant mon poste, pas à pas. Une fois revenu à ma place en toute sécurité, j'ai examiné mon gros orteil, là où le verre était tombé, et j'ai vu qu'il saignait. Avec le temps, l'avion s'est stabilisé. J'ai mis un pansement sur mon orteil et j'ai commencé à ranger le désordre dans la cabine. Puis, je suis retourné voir le passager qui avait fait tomber le verre sur moi. Quand je lui ai demandé si je pouvais lui apporter une autre eau gazeuse, il m'a fusillé du regard en silence, avant de répondre qu'il ne voulait pas d'eau gazeuse sans citron vert. Il a ensuite déclaré à haute voix qu'il allait déposer une plainte officielle auprès de la compagnie. Je n'oublierai jamais son regard méprisant. Avant d'être une hôtesse de l'air, je suis un être humain qui peut être blessé. Ma seule consolation était de remercier le ciel que les autres passagers et mes collègues n'aient pas été gravement blessés. Comme s'il avait perçu ma détresse, un vieux monsieur japonais m'a demandé avec inquiétude si je ne m'étais pas fait mal en tombant. Ce simple mot chaleureux a semblé dissoudre instantanément toute ma peine.
C'est ainsi que ce vol épuisant a enfin pris fin. Cela fait à peine 1 an que j'ai commencé à travailler comme hôtesse de l'air, mais c'est la première fois que je me sens aussi anéanti mentalement. Après avoir terminé le débriefing, une collègue m'a trouvé et m'a réconforté. « Ça a été dur, hein? Ta blessure, ça va ?» Elle a ajouté. « Les vols pour le Japon, par contre, c'est vraiment le top. Les gens sont si gentils et l'étiquette est impeccable. Je pense que le monsieur qui t'a demandé si ça allait tout à l'heure était japonais. Je l'ai entendu parler japonais. » Une collègue plus expérimentée m'a tapoté le dos en me disant de bien me reposer et d'évacuer tout le stress de la journée. Je suis arrivé à Paris à 2 heures du matin. Il était tard et j'ai hésité pendant plus de 10 minutes, dormir au dortoir de la compagnie ou rentrer directement chez moi. Mais j'avais hâte de rentrer, alors j'ai décidé de prendre le bus de nuit pour rentrer à la maison. L'arrêt de bus est juste en face de chez moi et le trajet depuis l'aéroport dure environ 1 heure. J'étais donc dans le bus de nuit, approchant de chez moi. En descendant à mon arrêt et en marchant, j'ai senti une présence effrayante derrière moi. Mon quartier est plutôt sûr, même la nuit, les gens s'y promènent normalement. Mais j'avais l'impression que quelqu'un me suivait et j'ai accéléré le pas. Tout mon corps était concentré sur les bruits de pas de la personne qui me suivait. Le son se rapprochant, j'ai commencé à courir à toutes jambes, j'ai tourné précipitamment au coin de la rue, suis entré dans mon immeuble et ai verrouillé la porte d'entrée. En me voyant essoufflé, ma grand-mère a dit « Tu rentres seulement maintenant? C'est dangereux. Pourquoi rentres-tu au milieu de la nuit ?» Le cœur battant, je lui ai répondu qu'il me semblait qu'un type bizarre me suivait, ce qui a tenu lieu de salutations à ma grand-mère que je n'avais pas vue depuis 1 mois. « Au fait, grand-mère, tu ne dors pas? Qu'est-ce que tu fais ?» lui ai-je demandé. Elle m'a dit qu'elle cuisinait depuis l'aube, sachant que je rentrais après une longue absence. D'un ton enjoué, elle a plaisanté. J'attendais ma petite fille chérie s'endormir pour lui donner ça, me faisant sourire. Alors que nous échangions ces plaisanteries, le téléphone a sonné. À l'autre bout du fil, une voix grave d'homme a dit « Je suis arrivé, ouvrez la porte, s'il vous plaît ». Avant que je puisse demander qui c'était, l'homme a raccroché. J'ai dit à ma grand-mère « Grand-mère, il y a quelqu'un. Qui ça peut bien être à cette heure-ci ?» Ma grand-mère a souri et a dit « On dirait qu'il est enfin là. Va vite lui ouvrir la porte. » Sans comprendre, j'ai ouvert la porte et je n'ai pu retenir ma surprise. C'était l'homme étrange qui m'avait suivi tout à l'heure. Stupéfaite, j'allais refermer la porte d'entrée quand l'homme a appelé ma grand-mère. Celle-ci s'est approchée en disant « Mais pourquoi as-tu été si long? Tu sais depuis combien de temps on t'attend ?» Puis, elle l'a serré fort dans ses bras en lui tapotant le dos. Incapable de comprendre la situation, je ne faisais que regarder alternativement ma grand-mère et cet homme. L'homme a pris la parole. « C'est toi, Anne ?» J'étais abasourdi et trouvais cela absurde. « Qui êtes-vous? Pourquoi m'avez-vous suivi et pourquoi m'appelez-vous par mon prénom avec autant de familiarité ?» ai-je lancé. « Grand-mère, Anne n'a pas changé, on dirait, » dit l'homme d'un ton quelque peu détaché. Il est entré dans la maison en suivant ma grand-mère. J'étais vraiment agacé. « Pour qui vous prenez-vous? C'est si impoli de dire ça, » ai-je répété. Ma grand-mère, à côté, a dit d'un air amusé. « Tu ne te souviens pas ?» L'homme a repris la parole. « C'est moi, Léo. Tu ne te souviens vraiment pas ?» J'ai répété son nom dans ma tête plusieurs fois et soudain, un éclair a traversé mon esprit. « Vraiment, Léo? C'est bien toi? Pourquoi es-tu venu sans prévenir ?» J'étais heureuse. Comment avait-il vécu tout ce temps? Que faisait-il? Tout chez lui m'intriguait. Notre lien remonte à l'enfance. Son nom de famille était Dubois. Bien avant ma naissance, ses parents étaient venus faire leurs études à Paris. Les parents de Léo se sont rencontrés dans la pension de famille que tenait ma grand-mère. Le père de Léo était venu à Paris en voyage et sa mère était venue en France pour étudier la cuisine. Les résidences étudiantes étant pleines, la mère de Léo avait dû chercher un logement en dehors de l'école. C'est à cette époque que mes grands-parents géraient une pension pour les jeunes actifs et les étudiants. Les jeunes qui avaient du mal à payer les loyers élevés de Paris utilisaient souvent ce genre de pension qui fournissait même les repas. Ma grand-mère aidait mes grands-parents et vivait avec eux dans la pension. Pour être honnête, la raison pour laquelle notre pension était si populaire, c'est que la cuisine de ma grand-mère est absolument délicieuse.
Elle a été cuisinière dans un hôtel et ses plats sont exquis. Selon ma grand-mère, les parents de Léo, étant tous les deux français loin de chez eux, ont pu compter l'un sur l'autre. Finalement, leurs sentiments ont évolué et ils ont décidé de se marier pendant leurs études. La pension était toujours animée avec des gens de diverses nationalités, en plus des parents de Léo. Ma grand-mère dit parfois que cette époque était vraiment amusante. Les parents de Léo et mes parents se sont mariés la même année. Et Léo est né 1 an avant moi. Mon père a aussi rencontré ma mère alors qu'il était à l'université. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là tous les deux. Ma mère est décédée très tôt quand j'étais petite. Et quand j'ai eu 14 ans, mon père a quitté la maison. Depuis, je vis avec mes grands-parents. Sans même savoir pourquoi il est parti, j'ai attendu mon père qui m'avait élevé seul. Et je crois que plus de 10 ans ont passé. Le fait que je puisse en parler si calmement montre à quel point le temps a passé. Après la naissance de Léo, ses parents ont loué une maison juste à côté de la pension, mais ils prenaient toujours leur repas avec mes grands-parents. À l'époque, ils géraient la pension tout en faisant les vendanges. Chaque année, à la saison des vendanges, les parents de Léo étaient toujours les premiers à aider. Cependant, la famille de Léo, qui était comme notre propre famille, a disparu sans laisser de traces peu de temps après que mon père ait quitté la maison. Et c'est ainsi qu'après une longue séparation, nous nous retrouvions. Ma grand-mère, regardant Léo, a dit « Ce petit garçon est devenu si grand et si beau ». Elle était clairement ravie de le voir. Après les paroles de ma grand-mère, j'ai enchaîné « Comment as-tu vécu tout ce temps? Pourquoi ne nous as-tu jamais contactés ?» Disparaître soudainement, ne pas donner de nouvelles pendant plus de 10 ans, et puis débarquer comme ça en demandant si grand-mère va bien. Tu crois que ça fait plaisir à qui? Je laissais transparaître mon ressentiment accumulé. En entendant mes paroles, Léo est devenu silencieux. L'atmosphère devenant lourde, j'ai rapidement changé de sujet. Grand-mère, le repas va refroidir. Où l'as-tu mis? Ma grand-mère est revenue avec les mains pleines. Ce qu'elle tenait, c'était de vieilles photos de la famille de Léo et de notre famille. Elle a pris une photo et a commencé à parler. C'était avant la naissance de Léo. Elle a tendu une photo de son père et de mon père pris ensemble sur la côte normande. Léo et moi, simplement curieux de voir de vieilles photos, nous sommes replongés dans les souvenirs du passé. À ce moment-là, le téléphone a sonné. Mais qui peut bien appeler autant au milieu de la nuit? Et je marmonnais en décrochant. C'était mon grand-père. Pourquoi n'es-tu pas rentré à la maison? Mon grand-père travaille toujours à la ferme. Il a commencé à faire un peu d'agriculture il y a quelque temps, disant que gérer seulement la pension nuirait à sa santé, et il nous rend visite une fois tous les 3 mois. Tu manges bien? J'avais hâte de lui annoncer une nouvelle, comme si j'avais un moteur dans la bouche. Grand-père, tu sais qui est venu à la maison? Mon grand-père a plaisanté en demandant si j'avais ramené un fiancé. C'est quelqu'un d'encore plus réjouissant qu'un fiancé, et je continuais avec espièglerie. C'est Léo, tu te souviens de la famille française qui avait emménagé à côté? Le fils de l'ami de papa, celui avec qui je jouais tous les jours. Je lui expliquais avec enthousiasme. Mais mon grand-père s'est contenté d'un bref « Ah bon ?» sans plus de commentaires. Un instant déconcerté, je me suis demandé s'il ne s'en souvenait pas. Au moment où j'allais poser la question, il a rapidement mis fin à l'appel en demandant si tout allait bien à la maison, si grand-mère allait bien, puis en disant « Bon, je raccroche ». Il lui est arrivé quelque chose de triste, me suis-je dit à voix haute en me dirigeant vers la cuisine. J'ai discuté joyeusement avec Léo pendant un moment, mais une question me taraudait. Au fait, pourquoi es-tu venu à Paris? Après une brève hésitation, Léo a répondu d'un mot, pour me souvenir du passé et revoir un peu les lieux. Ma grand-mère a appuyé sa réponse. Tu es venu en voyage, n'est-ce pas? Cette atmosphère étrange et tiède me déplaisait aujourd'hui. J'ai dit à Léo, tu utiliseras la chambre libre au rez-de-chaussée. Tu es un garçon, alors ne songe même pas à monter au premier étage, ai-je dit d'un ton taquin. Même en présence de ma grand-mère et de Léo que je n'avais pas vu depuis longtemps, ma fatigue avait atteint ses limites. Ma grand-mère, me voyant somnoler en mangeant, m'a dit de monter prendre une douche et d'aller me coucher. Et j'ai ainsi pu terminer cette journée particulièrement éprouvante. Le matin, la voix de ma grand-mère a résonné alors que je faisais la grasse matinée. Elle a ouvert les rideaux et les fenêtres en grand,
laissant entrer une lumière éblouissante. Je suis rentré à l'aube, j'ai dormi tard. Je n'ai dormi que quelques heures, ai-je grommelé. Ma grand-mère a claqué la langue en disant « Comment peux-tu être si peu compréhensive ?» Puis, elle m'a fait lever et est sortie de la chambre. Je me suis brossé les dents et me suis assis à table, frottant mes yeux endormis devant Léo et ma grand-mère. Après avoir salué ma grand-mère, j'ai demandé à Léo, assis à côté de moi, ce qu'il comptait faire aujourd'hui. Il a répondu qu'il pensait aller voir la maison où il vivait autrefois. « Tu ne visites pas Paris? La maison où tu vivais, elle est juste en face, non ?» lui ai-je dit. Ma grand-mère a alors suggéré, en riant, que je fasse visiter Paris à Léo, et elle a dit chaleureusement à Léo de prendre quelques jours pour se reposer et se détendre. J'ai sauté sur l'occasion. « Alors, je peux prendre la voiture ?» J'ai habilement obtenu la permission de ma grand-mère. Après le petit déjeuner et avoir salué ma grand-mère, Léo et moi sommes sortis. Comme mon métier principal est hôtesse de l'air, en ouvrant la portière du conducteur, j'ai parlé avec mon ton professionnel habituel, ce qui m'a fait rire. « Qu'est-ce qui te fait rire ?» a demandé Léo, amusé. Je me suis entendu parler à un ami avec l'intonation que j'utilise pour les passagers. Ça m'a fait rire soudainement, lui ai-je expliqué. « Et toi, que deviens-tu » lui ai-je demandé en démarrant le moteur. Hier, nous n'avions parlé que du passé et j'avais oublié de lui demander ce qu'il faisait maintenant. Léo m'a alors expliqué qu'il travaillait comme artiste en média art tout en continuant à étudier. Le média art, c'est un domaine artistique ? À ma question, Léo a continué d'expliquer que c'était le fait de combiner des machines et des appareils modernes avec l'art pour créer de nouvelles œuvres. Même après son explication, je ne comprenais pas tout à fait. Alors, si tu travailles comme artiste, tu organises aussi des expositions ? Il a répondu qu'il avait fait une toute petite exposition au Japon, mais qu'il y avait encore beaucoup d'imperfections. Il a ajouté qu'il était en train de monter une équipe pour travailler ensemble. Paris est considéré comme la capitale de l'art, mais moi qui y vis, j'ai une vie bien éloignée de l'art. Concentré sur sa conversation, j'ai freiné trop brusquement à un feu piéton. « Pardon » lui ai-je dit, « ça va ?» Léo a dit que ça allait, mais à cause du freinage brusque, mon sac à main et tout ce qu'il contenait s'était renversé sur le sol. Heureusement, Léo a ramassé mes affaires une par une. Pensant que ça ne pouvait pas continuer comme ça, j'ai décidé de garer la voiture sur le côté pour tout ranger. La pension de ma grand-mère se trouve dans le 15e arrondissement de Paris. C'est un quartier qui donne sur la Seine et la Tour Eiffel. Et le sud-ouest de Paris est plutôt sûr. Puisque nous étions déjà venus en voiture jusqu'au centre de Paris, nous avons décidé de nous garer là et de marcher un peu. Le programme de la journée était de visiter le musée du Louvre, le jardin des Tuileries, puis le musée d'Orsay et d'aller au Pont des Arts. Cela semble beaucoup, mais tout est concentré au même endroit, donc c'était tout à fait faisable à pied. Pour être honnête, nous n'avions pas beaucoup de temps. Alors j'avais concocté un itinéraire centré sur les endroits où nous étions allés avec Léo quand nous étions enfants. Pendant la visite, notre véritable intérêt était de parler de notre enfance, éclipsant le paysage environnant. En marchant dans le jardin des Tuileries, Léo et moi avons évoqué nos jeux à Montmartre, la fois où j'ai failli tomber dans la Seine en glissant, ou encore le jour où un pickpocket nous a volé notre argent de poche devant la Tour Eiffel. D'innombrables souvenirs ont refait surface. C'est ainsi que nous nous sommes approchés de notre dernière destination, le Pont des Arts. En approchant du pont, Léo s'est exclamé « Mais où sont passés tous les cadenas ?» J'ai répondu calmement que tous les cadenas avaient été retirés il y a quelque temps. La vue du coucher de soleil depuis le centre du Pont des Arts était magnifique. Au milieu de ce spectacle, Léo a murmuré « J'aimerais que le soleil ne se couche pas ». À ce moment-là, je n'ai pas compris ce que signifiaient ces paroles. En regardant le coucher de soleil, je lui ai demandé « Dis-moi la vérité, pourquoi es-tu venu à Paris? Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas ?» Je l'interrogeais sur l'atmosphère étrange que j'avais ressentie la veille. Léo a répondu « Mais non, rien de tout ça », en enchaînant des réponses évasives comme « Je réfléchis à l'idée de revenir étudier en France. Combien de temps restes-tu à Paris ?» À ma question, Léo a répondu qu'il prévoyait de rester environ 2 ou 3 mois. « Alors tu n'as qu'à rester chez nous.
Et puis, grand-mère a mal au dos en ce moment, alors tu pourrais l'aider un peu, lui ai-je dit en riant. C'est ainsi que, appuyés contre la balustrade du pont des Arts, Léo et moi étions perdus dans nos pensées. Le silence a été rompu par les paroles de Léo. « Ton grand-père, où est-il? Tu peux me donner son adresse? J'aimerais aller le saluer avant de quitter la France. » J'ai envoyé à Léo l'adresse de mon grand-père que j'avais enregistrée sur mon smartphone. C'est à Nantes. En train, tu y es en 3 heures. Ce n'est pas si loin, lui ai-je dit. C'est ainsi que s'est terminée ma visite guidée improvisée avec Léo, et nous sommes rentrés à la maison. Je n'aurais jamais pensé que 5 jours de vacances pouvaient passer si vite. Demain matin, je devais retourner travailler à la compagnie aérienne, alors je préparais mes bagages. Honnêtement, je pense que vous comprenez tous ce que ressent un employé à la fin de ses vacances. Nerveuse et pressée, avant de reprendre le travail, je tournais en rond autour de mon bureau en préparant ma valise. Mon fond de teint est presque fini. J'aurais dû en acheter un quand j'avais le temps. En marmonnant pour moi-même, j'ai senti qu'il me manquait quelque chose. Le rouge à lèvres que je mets toujours pour le travail avait disparu. Je suis descendu précipitamment à la cuisine et j'ai demandé à ma grand-mère. « Dis, tu n'aurais pas vu mon rouge à lèvres dans ma chambre ?» lui ai-je demandé en urgence. Mais ma grand-mère a simplement répété qu'elle ne l'avait pas vu. Pire, elle m'a sermonné en me disant que je devais faire attention à ne pas perdre mes affaires. Je suis retourné en vitesse dans ma chambre et j'ai cherché le rouge à lèvres partout, entre les lattes du lit, sous le bureau, dans tous les coins. Mais il était introuvable. J'étais désemparé. À cette heure, aucun magasin n'était ouvert, et même en commandant en ligne, il faudrait au moins 2 jours. Frustré mais résigné, je suis redescendu. « Tu ne l'as toujours pas trouvé ?» a dit ma grand-mère. J'ai soupiré et répondu que non. Léo, qui venait juste de boire un verre d'eau, m'a vu et a dit « Si tu soupires tout le temps, tu vas finir par faire un trou dans le plancher. » Ce n'était pas mon rouge à lèvres de tous les jours. Ce n'était même pas une couleur qui m'allait particulièrement bien. Le rouge ne me va pas, donc je n'en porte généralement pas, mais pour les vols, je mets du rouge. La raison est de se préparer à une situation d'urgence pour que les passagers se concentrent sur les paroles de l'équipage. Au cas où une personne malentendante serait à bord, cela lui permettrait de lire rapidement sur nos lèvres. Assise à la table de la cuisine, je me disais qu'il faudrait que j'en achète un à l'aéroport ou que j'en emprunte un à une collègue, tout en préparant le repas. Anne, derrière moi, Léo m'appelait. Je me suis retourné et il m'a tendu une petite boîte. « Qu'est-ce que c'est ?» Alors que je demandais, il a continué. Il semblait presque fini, alors j'en ai acheté un. J'ai ouvert la boîte et c'était mon rouge à lèvres. « Pourquoi as-tu acheté ça ?» Déconcerté, je lui ai demandé à 3 reprises. L'autre jour, quand ton sac à main s'est renversé dans la voiture, je l'ai écrasé avec mon pied. J'allais le remettre, mais il semblait déjà vide, alors j'en ai juste acheté un autre. Mais je ne savais pas que c'était si important pour toi. Si j'avais su, je te l'aurais donné plus tôt. Il avait l'air plutôt désolé. Il a ajouté « Je pense que les couleurs plus douces te vont mieux que le rouge, alors j'en ai acheté un autre. » D'un air indifférent, il a posé un rouge à lèvres d'une autre couleur et un parfum à la rose sur la table, puis est retourné dans sa chambre. J'étais tellement surprise que je n'ai pas pu dire un mot de plus. Ma grand-mère, qui observait la scène du coin de l'œil, a dit « C'est la première fois qu'un garçon t'offre un cadeau. Tu sais, même à mon âge, il m'est arrivé de recevoir des bouquets de fleurs tous les jours, a-t-elle dit en riant. Et c'est ainsi que son simple cadeau a rempli la cuisine de rire. Le lendemain, jour de mon départ, j'ai dit au revoir à mes grands-parents et à Léo, et je suis reparti pour un vol. Ces derniers temps, j'avais eu beaucoup de vols courts, ce qui m'a empêché de rentrer à la maison pendant près de 2 mois. Malgré tout, dès que j'avais un moment, je prenais des nouvelles de mes grands-parents, et je pense que j'échangeais des messages avec Léo presque tous les jours. Une de mes collègues, voyant mon manège, m'a dit « Anne, tu es amoureuse en ce moment, non? Tu ne mettais jamais de parfum à la rose avant, et j'ai entendu dire qu'au dortoir, tu ne lâches pas ton téléphone. » Le visage tout rouge, j'ai répondu « Mais non, c'est juste un cadeau d'une connaissance, et je me suis vite éclipsé. » Amoureuse? Juste parce que Léo, que je croyais disparu sans un mot, est soudainement réapparu et m'a fait un cadeau,
Ça voudrait dire que c'est de l'amour. Je marmonnais en niant pour moi-même. Et ce jour-là, après avoir terminé mon vol, j'ai pu rentrer à la maison après presque 2 mois. Ma grand-mère m'a accueilli à mon retour. « Grand-père n'est pas encore rentré ?» lui ai-je demandé. Elle m'a dit qu'elle était allée lui apporter des vêtements de rechange il y a quelques jours. Puis, j'ai demandé des nouvelles de l'autre personne qui m'intriguait, Léo. Où est Léo? Lui aussi a été absent un long moment, mais il est rentré ce matin, a continué ma grand-mère. J'ai voulu saluer Léo et j'ai frappé à la porte de sa chambre. J'ai frappé plusieurs fois, mais aucun signe. Je voulais le remercier pour son cadeau, et je me suis souvenu d'avoir vu son portefeuille usé il y a peu. Alors j'avais l'intention de lui donner un portefeuille artisanal que j'avais acheté lors d'un vol en Italie. J'ai ouvert la porte et suis entré. Tiens, il n'est pas dans sa chambre. J'ai posé le portefeuille bien en évidence sur son bureau et j'allais sortir quand un billet de train coincé entre ses passeports a attiré mon attention. C'était un billet de train pour Nantes. J'ai refermé doucement la porte et suis retourné dans ma chambre. Le lendemain matin est arrivé et dès le matin, ma grand-mère s'affairait. En entendant ma grand-mère me dire d'aller chercher Léo pour le repas, j'ai regardé dans sa chambre, mais aucun signe de lui. En entrant dans la pièce, j'ai vu que le lit était fait et la chambre bien rangée. Le portefeuille que j'avais laissé sur le bureau était toujours là, mais le billet de train pour Nantes, qui était entre les passeports, avait disparu. « Grand-mère, Léo n'est pas là. Il ne t'aurait pas dit qu'il allait à Nantes, par hasard ?» Ma grand-mère a semblé déconcertée. « Nantes? Pourquoi Léo irait-il à Nantes ?» En voyant ma grand-mère paniquer, j'ai dit « Léo n'est pas parti en voyage à Nantes. Hier, j'ai vu un billet de train. » Ma grand-mère a alors dit que Léo devait être parti chez mon grand-père. Et elle l'a répété plusieurs fois que Léo ne devait pas aller à Nantes. Agitée, elle a commencé à dire qu'elle devait aller chez mon grand-père. Sans rien comprendre, j'étais perplexe. Je l'ai calmée et lui ai dit que j'irais moi-même chez mon grand-père. Je ne savais pas pourquoi, mais cela semblait urgent, alors j'ai rapidement enfilé des vêtements décontractés et je me suis dirigé vers la maison de mon grand-père. De Paris à Nantes, il y a environ 3 ou 4 heures de train, ce n'est donc pas si loin. En chemin, j'ai essayé d'appeler Léo, mais son téléphone était éteint. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il a même éteint son téléphone, me suis-je dit. C'est ainsi que peu après midi, j'ai pu arriver chez mon grand-père. Le cœur joyeux, j'ai ouvert la porte d'entrée d'un coup. « Grand-père, je suis là. »« Où es-tu » J'ai salué, mais aucun bruit. J'ai cherché partout et, en ouvrant la porte du bureau, j'ai vu mon grand-père assis à son bureau. Le sourire aux lèvres, je l'ai salué joyeusement. « Grand-père, tu n'es pas content de me voir ?» Mais il s'est contenté d'un bref. Le trajet a dû être fatigant. Pensant qu'il était de mauvaise humeur pour une raison ou une autre, j'ai continué à parler. « Léo n'est pas venu ici ?» Dès que le nom de Léo a été prononcé, mon grand-père s'est mis dans une colère noire, me disant de ne plus parler de ce type. Puis, d'une voix basse, il a dit « Sale type !» Surprise et déconcertée, je lui ai demandé « Il s'est passé quelque chose ?» La dernière fois au téléphone aussi, « Pourquoi tu dis ça ?» Mon grand-père s'est de nouveau mis en colère. « Ne fréquente plus cette famille. » Déconcerté par ces paroles, je n'ai pu m'empêcher de demander pourquoi il disait cela. Tu sais à quel point j'étais proche de Léo quand j'étais petite et à quel point ses parents nous ont aidés. Tu sais à quel point je m'ennuyais quand maman n'était plus là et que vous partiez travailler, toi et grand-mère. Dans un accès de colère, j'ai élevé la voix contre mon grand-père. Mon grand-père s'est levé d'un bond et a dit « Les parents de Léo ont chassé mon fils, ton père. » Mon grand-père a dit quelque chose de choquant. Incapable de comprendre ces paroles qui n'avaient aucun sens, j'ai demandé « Grand-père, qu'est-ce que tu veux dire ?» Les parents de Léo ont fait en sorte que mon fils ne puisse plus rentrer à la maison. Ils lui ont pris tout son argent et sont retournés au Japon, non? En disant cela, mon grand-père a ouvert un tiroir de son bureau et a posé une enveloppe épaisse devant moi. Alors que je me demandais ce qu'était cette enveloppe jetée sur le bureau, mon grand-père m'a dit de la lire en rentrant à Paris et m'a ordonné de ne plus laisser personne venir chez lui pour le moment et de rentrer à Paris avant la tombée de la nuit. Je ne comprenais absolument pas la situation et je n'ai pas pu continuer la conversation avec mon grand-père. J'ai donc fait demi-tour et suis monté dans le train pour Paris. Dans le train,
J'ai ouvert et examiné l'enveloppe que mon grand-père m'avait donnée. Il y avait près de 20 lettres. Sur le devant de la lettre, le nom de l'expéditeur était écrit Kobayashi Takeshi. C'étaient des lettres que le père de Léo avait envoyées à mon grand-père. Les près de 20 lettres étaient remplies d'explications sur un événement de l'époque. Je n'avais aucun moyen de savoir de quoi parlaient ces lettres, et j'attendais impatiemment d'arriver à Paris pour demander à ma grand-mère ce qu'il en était de l'histoire de mon père et des parents de Léo. Traînant mon corps fatigué, je suis arrivé devant la maison à Paris au crépuscule. Comme il ne faisait pas encore nuit, j'ai pu reconnaître de loin la silhouette de Léo qui marchait. J'ai attendu, puis je me suis approché de lui et lui ai dit que je voulais lui parler. Nous nous sommes assis devant la maison et avons regardé le bâtiment d'en face. Dis-moi la vérité, pourquoi es-tu vraiment venu à Paris? Tu es allé chez mon grand-père aujourd'hui, n'est-ce pas? Face à Léo qui restait silencieux, je lui ai montré les lettres que mon grand-père m'avait données. Léo a pris les lettres que je lui tendais, mais n'a rien dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tant de secrets? Exaspéré par son silence, ma voix s'est mise à monter. Si tu ne dis rien, je n'ai pas d'autre choix que de croire ce que dit mon grand-père. Malgré mes questions pressantes, Léo est resté muet. N'en pouvant plus, je lui ai dit des mots que je n'aurais pas dû dire. Ce sont tes parents qui ont empêché mon père de rentrer, n'est-ce pas? C'est pour ça que mon père n'est jamais revenu et qu'on ne sait même pas où il est et ce qu'il fait. Alors, Léo s'est levé d'un bond et a finalement pris la parole d'un ton calme. On en parlera plus tard, Anne. Il y aura sûrement une occasion. Moi aussi, le cœur lourd, je me suis levé brusquement. Anne! À ce moment-là, quelqu'un a appelé mon nom. Je me suis retourné et j'ai regardé la personne qui m'appelait. C'était Monsieur Louis, le voisin. C'est le primeur qui nous livre les légumes. Que se passe-t-il? Il y a un problème? Comme j'avais crié sur Léo, il a pensé qu'il se passait quelque chose et s'est approché rapidement avec ses marchandises. Monsieur Louis a dévisagé Léo de haut en bas, puis m'a dit de rentrer à l'intérieur. Apparemment, il pensait que Léo était une mauvaise personne. Léo n'est pas entré dans la maison et a commencé à marcher dans la rue. En regardant sa silhouette s'éloigner, je n'ai pas pu l'appeler. Ma grand-mère, sortie pour accueillir Monsieur Louis, nous a regardés et a dit « Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Qui est ce garçon ?» Il se disputait avec Anne. « Ce n'est pas quelqu'un de dangereux ?» a demandé Monsieur Louis à ma grand-mère. Ma grand-mère a répondu « Tu ne te souviens pas de Takeshi? C'est le fils de Kobayashi Takeshi. » Monsieur Louis a eu l'air si surpris qu'il en a laissé tomber son sac de légumes. « Le fils de Takeshi ?» a-t-il dit, stupéfait, en ne regardant que la silhouette de Léo s'éloigner. Ma grand-mère l'a invité à entrer pour boire une tasse de thé. Assis dans la cuisine, la conversation entre Monsieur Louis et ma grand-mère a continué. Il parlait de Léo et de son père avec tant d'intensité que je n'avais aucune occasion de placer un mot. Profitant d'une brève pause dans la conversation, j'ai demandé à ma grand-mère « Je suis allé chez grand-père et tout ce que j'ai entendu est vrai ?» Et je lui ai montré les lettres que mon grand-père m'avait données. Ma grand-mère, elle non plus, ne m'a rien dit. On dirait des lettres écrites par le père de Léo. De quoi s'agit-il? Ai-je de nouveau demandé à ma grand-mère. Elle m'a calmé et m'a demandé un peu de temps. Mais quand il s'agissait de mon père, je ne pouvais plus supporter d'attendre. « Pourquoi ne me dites-vous rien à moi ?» ai-je crié. Monsieur Louis, à côté, m'a dit d'arrêter, mais je n'ai pas pu. Bouillonnant de frustration, j'ai fini par dire à ma grand-mère les mêmes mots que j'avais dit à Léo. C'est vraiment les parents de Léo qui ont chassé mon père? C'est pour ça qu'on ne sait même pas où il est maintenant? Monsieur Louis, avec une expression qui montrait qu'il ne pouvait plus supporter mes paroles impolies, m'a fait taire. Mais je n'ai pas reculé non plus. Alors pourquoi vous vous taisez tous? C'est parce que je suis une enfant abandonnée et que ça ne me concerne pas, et j'ai encore dit des paroles qui ont dû briser le cœur de ma grand-mère. Les larmes qui perlaient dans ses yeux ont mouillé le mouchoir qu'elle serrait. À ce moment-là, Monsieur Louis, avec une expression de « je n'en peux plus », a commencé à parler malgré les protestations de ma grand-mère. D'emblée, il a dit fermement « Les parents de Léo n'ont rien fait de mal ». Je n'ai pas pu attendre une seconde et j'ai rétorqué « Alors pourquoi grand-père dit-il ça? Pourquoi grand-mère ne dit rien? Pourquoi Léo ne peut rien dire non plus ?» En élevant la voix aussi fort que lui. Monsieur Louis a repris la parole dès que j'ai eu fini. « Celui qui a eu tort, c'était ton père.
Le père de Léo et ton père, Anne, étaient associés dans une affaire de vin. À l'époque, le vin se vendait comme des petits pains, et comme les affaires marchaient bien, ils ont emprunté de l'argent et se sont associés pour agrandir encore leur entreprise. S'ils s'en étaient tenus au vin, il n'y aurait pas eu de problème, mais le père de Léo et ton père, plein de confiance, ont commencé à s'intéresser à d'autres secteurs. C'est ainsi qu'ils se sont lancés dans la distribution de jambon et de fromage, un domaine qu'ils ne connaissaient absolument pas, et c'est là que les problèmes ont commencé. À cause d'une mauvaise gestion de la distribution et du stockage, une quantité énorme de fromage a tourné. S'ils s'étaient contentés du succès de l'affaire du vin et avaient arrêté l'entreprise qui échouait, ils n'auraient pas subi de pertes. Mais ton père n'a pas pu le faire. Comme l'affaire du vin marchait bien et que l'argent coulait à flot, il a investi les fonds de l'entreprise dans un autre projet sans en parler au père de Léo. Mais tout a été perdu. Quand les affaires allaient bien, ça ne se voyait pas, mais dès que l'entreprise a connu des difficultés, tout a été découvert. À l'époque, je travaillais avec le père de Léo et ton père, et finalement, la situation est devenue désespérée. Les employés qui n'avaient pas reçu leur salaire et les fournisseurs qui n'avaient pas été payés se sont naturellement mis en colère et ils ont porté plainte contre le père de Léo et ton père pour détournement de fonds et ils ont finalement été punis. En écoutant l'histoire de Monsieur Louis, ma mère s'est souvenue de cette époque et a fondu en larmes. Je ne comprenais toujours rien à la situation et j'ai demandé à Monsieur Louis « Alors pourquoi grand-père déteste-t-il encore autant la famille de Léo ? Pourquoi grand-mère m'a-t-elle caché cette vérité ? Alors que mon père me manquait tant, vous pensiez que je n'avais pas besoin de savoir. » Monsieur Louis a pris une grande inspiration et a repris son récit. Logiquement, comment aurions-nous pu te raconter une telle situation ? Après avoir perdu ta mère si soudainement, comment ton cœur, Anne, aurait-il pu le supporter ? Quelle famille peut dire à son enfant que son père était comme ça ? Combien de personnes peuvent dire à leur petite fille que leur propre fils a eu tort ? Monsieur Louis parlait avec une expression de désolation insupportable. Je suis allé des dizaines de fois chez ton grand-père pour lui parler, pour lui dire que le père de Léo n'y était pour rien et le supplier de ne pas lui en vouloir. J'étais confuse, mon cœur était en désordre, une peur indéfinissable et un sentiment de culpabilité ont commencé à embrouiller ma tête. Ma grand-mère, appelant Monsieur Louis, a dit « Ça suffit maintenant, Anne a dû bien comprendre » et elle a tenté de le calmer. Monsieur Louis a répondu à ma grand-mère « Madame, je pense qu'il est temps qu'Anne sache, on ne peut pas le cacher éternellement. De toute façon, maintenant qu'on a repris contact avec le père d'Anne, il faut le retrouver et le ramener à la maison, non ?» En entendant Monsieur Louis dire qu'il était en contact avec mon père, j'ai écarquillé les yeux. Et j'ai pu entendre la raison pour laquelle Léo était venu en France, ce que je n'avais pas pu obtenir de lui. La raison pour laquelle ton grand-père déteste la famille de Léo, c'est entièrement de notre faute. Quand ton père est sorti, après avoir purgé sa peine pour détournement de fonds, ton grand-père et moi sommes allés au Japon pour voir le père de Léo. C'était présomptueux, mais nous voulions lui demander de calmer un peu l'esprit de notre fils. Il ne supportait pas la douleur de savoir que sa famille avait été ruinée par sa faute et il voulait quitter la maison. Un jour, je lui ai demandé ce qu'il comptait faire en partant et Anne, qui restait seule, qu'allait-elle devenir ? Mais ton père, à moitié déconnecté de la réalité, ne répétait que qu'il devait gagner de l'argent pour rembourser. C'était mon fils, mais il semblait sans âme. En le voyant partir, je n'ai pas pu le retenir. Il donnait parfois des nouvelles de l'endroit où il se trouvait, mais je ne pouvais pas lui dire de vivre comme avant. Je ne pouvais qu'espérer qu'il revienne de lui-même, que ce soit en remboursant l'argent, en s'agenouillant pour s'excuser, quelle que soit la méthode, je pensais que la seule façon de laver sa culpabilité était de pardonner. Ton grand-père, à ce moment-là, est allé voir le père de Léo et l'a supplié encore et encore, en disant que nous rembourserions la dette toute notre vie, mais de retenir le père d'Anne. Cependant, la famille de Léo n'avait ni le temps ni les moyens de s'occuper de nous, leur vie était trop difficile. À cause de notre fils, ils ont perdu tout l'argent qu'ils avaient, et pas seulement, ils ont emprunté de l'argent à leurs parents et proches au Japon pour tout rembourser. J'ai entendu dire que ses grands-parents ont vendu leur maison et ont vécu jusqu'à leur mort dans une petite chambre. Si j'avais été les parents de Léo,
je ne nous aurais jamais bien accueillis. Et ton grand-père et moi n'avons eu d'autre choix que de rentrer en France. Pendant plus de 10 ans, nous avons remboursé la dette, mais ton père n'est pas revenu. Le sentiment de culpabilité de ton grand-père s'est lentement transformé en ressentiment envers la famille de Léo. Et moi, chaque fois que j'y pensais, j'envoyais des lettres aux parents de Léo pour leur demander pardon. Mais je n'ai jamais eu de réponse. Bien sûr, nous avons uni nos forces pour rembourser la dette. Ton père ne venait pas à la maison, mais il m'envoyait toujours de l'argent, et tout cet argent a servi à rembourser la dette. Il y a peu, pensant que c'était la dernière fois, j'ai écrit une lettre au père de Léo. C'était présomptueux, mais j'ai envoyé une lettre demandant si, de mon vivant, il pouvait au moins faire en sorte qu'Anne et son père puissent passer du temps ensemble. Et il y a quelques mois, j'ai enfin reçu une réponse du père de Léo. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas venir car il n'était pas en bonne santé, mais qu'il enverrait Léo à sa place. Le père de Léo m'a demandé les coordonnées de ton père. Il a dit qu'il l'appellerait lui-même. La raison pour laquelle tu as rencontré Léo le jour où tu es rentré tard dans la nuit, c'était pour ça. Nous avons vécu en nous excusant et en expiant constamment, avec le sentiment que la famille de Léo portait la responsabilité qui aurait dû être la nôtre. Léo, même après être arrivé à Paris, a cherché ton père tous les jours. Nous avions ses coordonnées, mais nous ne savions pas où il se trouvait. Et en rentrant à la maison, Léo disait toujours « Je ne veux pas qu'Anne soit blessée ». Il m'a demandé de garder secrète la raison de sa venue pour le moment. En écoutant l'histoire de ma grand-mère, j'ai enfin commencé à comprendre toute la situation. Ça ne me fait rien d'être blessé, moi, ai-je murmuré en enfouissant mon visage dans le giron de ma grand-mère. Elle m'a caressé le dos en répétant plusieurs fois « Pardonne-moi ». Mes jambes se sont dérobées, je n'avais même plus la force de rester assise. J'ai à peine réussi à entrer dans ma chambre et je me suis allongé sans force sur mon lit. Mon père m'avait manqué, mais le fait qu'il était quelqu'un qui ne devait pas me manquer me rendait triste et encore plus triste. C'est ainsi que j'ai passé une nuit blanche entière avant de finalement m'endormir. J'ai dû somnoler environ 1 heure. J'ai senti une présence, j'ai pensé que c'était Léo et j'ai rapidement ouvert la porte. J'ai frappé à la porte de la chambre de Léo, mais aucun son. N'en pouvant plus, j'ai ouvert la porte et suis entré, mais Léo n'était pas là. Et sur le bureau, il y avait une note. Je suis désolé de ne pas pouvoir partir dans de bonnes conditions. Merci pour tout jusqu'à présent. Avec cette note, ses traces avaient disparu. Je me sentais de nouveau seul. La tête prête à exploser, je suis sorti me promener au bord de la Seine. Je voulais jeter dans l'eau qui coule les histoires que j'avais entendues de ma grand-mère et de Monsieur Louis, et toutes les pensées complexes dans ma tête. Après le départ de Léo, je n'ai eu d'autre choix que de retourner à ma routine. Pourquoi fais-tu autant d'erreurs aujourd'hui? Tu as fait tomber des verres 3 fois, tu t'es trompé dans les boissons, et tu n'as pas fermé les compartiments. Anne, il t'est arrivé quelque chose aujourd'hui? Si tu ne te concentres pas, c'est dangereux pour les passagers et pour nous. C'était la remarque sévère d'une chef de cabine. Malgré cela, les réminiscences de l'histoire de ma grand-mère d'il y a quelques jours ne s'effaçaient pas. Je pensais que ça irait mieux en me forçant un peu à travailler, mais même en bougeant plus que nécessaire, je n'avais pas l'impression que ça s'améliorait. Je n'arrivais pas à me concentrer sur mon travail à cause de Léo et de mon père. Je ne pouvais plus repousser l'échéance et j'ai décidé d'aller moi-même au Japon pour rencontrer Léo. Cependant, comme je n'avais plus de jours de congé, j'ai cherché une collègue qui avait un vol prévu pour le Japon et j'ai réussi à peine à ajuster mon emploi du temps. Heureusement, ma collègue, en entendant ma situation, a accepté volontiers de changer de planning. Fais attention à toi. Tu sais que les vols pour le Japon, c'est comme décrocher la lune, non? Je ne sais pas exactement pourquoi tu y vas, mais je suis sûr que la chance sera avec toi. J'ai même reçu des encouragements touchants de ma collègue. En fait, les vols pour le Japon sont réputés pour être très populaires parmi les agents de bord. La concurrence est si féroce que je n'avais encore jamais volé vers le Japon. Une collègue m'a même dit qu'en 10 ans de carrière, elle n'avait eu que 2 vols pour le Japon, tant ces vols sont populaires et disputés. Je suis parti pour le Japon sans le dire à personne. Il y avait beaucoup de Japonais parmi les passagers, et j'ai commencé à comprendre pourquoi ils aimaient tant les vols vers le Japon. C'était de loin le meilleur vol que j'ai jamais connu. Leur gentillesse, leur étiquette, tout était si fantastique que j'en étais moi-même apaisé.
Mais mes nerfs étaient tendus dans une toute autre direction. En pensant à Léo, je ne pouvais me concentrer sur rien. En arrivant au Japon, mon cœur était pressé, mais le temps que je pouvais y passer n'était pas très long. Environ 2 jours et demi, et même cette demi-journée devait être passée en attente au dortoir. Donc au final, le temps qui m'était imparti était d'environ 2 jours. Je m'y attendais un peu, et j'avais recopié l'adresse qui était sur la lettre du père de Léo que mon grand-père m'avait donnée. J'ai enfin pu sortir du dortoir après avoir terminé mon vol et le débriefing. L'endroit où je devais aller s'appelait Saitama. Pour moi qui étais au Japon pour la première fois, tout n'était pas simple. Bien que j'ai appris les bases du japonais avec la famille de Léo quand j'étais enfant, le problème était que je ne savais pas lire les caractères. Et le problème encore plus grand était que j'avais prévu d'y aller en taxi, mais je n'arrivais pas à en trouver un. Je pense que le fait que je sois étrangère y était pour quelque chose. Je suis retourné à l'aéroport où on m'a gentiment indiqué qu'il y avait un bus pour Saitama. Après environ 2 heures de route, je suis arrivé à Saitama. J'ai prévu de descendre au terminal et de prendre un taxi. Pressé, j'ai montré l'adresse au chauffeur de taxi et lui ai dit « S'il vous plaît, allez ici ». Heureusement, en montrant l'adresse, le chauffeur m'a conduite à destination sans problème. Il y a peu, il y avait des routes bien pavées et de hauts immeubles. Mais en quelques minutes, nous nous sommes retrouvés sur un chemin de campagne caouteux. C'est ainsi que la voiture, comme mon cœur, a été secouée de haut en bas en direction de ma destination. Le chauffeur sympathique s'est arrêté devant une maison isolée au pied d'une montagne et m'a même indiqué du doigt la maison où je devais aller. Je l'ai remercié plusieurs fois et suis descendu. J'ai pensé un instant que les Japonais étaient vraiment si gentils. J'étais de nouveau nerveuse. Je n'avais jamais fait une telle aventure de ma vie. Je ne sais pas ce qui m'a pris de venir jusqu'ici, mais puisque j'étais là, j'ai décidé d'entrer. La maison était au pied de la montagne. Rien qu'en voyant l'extérieur, c'était tout le contraire de ce que mon grand-père avait dit. C'était une maison de campagne modeste et vraiment vieille, de plein pied. Je ne savais toujours pas si j'étais au bon endroit. J'ai frappé. J'ai appelé le nom de Léo, puis « Monsieur ». Après avoir appelé un moment sans réponse, j'ai attendu devant la porte. À la tombée de la nuit, la route et la maison sans lumière étaient étrangement inquiétantes. C'est alors qu'un vieux camion s'est approché de loin, ses phares m'éclairant. Il est arrivé devant moi et a braqué ses phares sur mon visage. J'ai pensé, c'est peu, être lui. Un homme, le chapeau bien enfoncé, traînant les pieds, s'est dirigé vers la porte où je me tenais. Je me suis précipité et lui ai demandé en français « Excusez-moi, c'est bien la maison de Léo ?» Surpris par ma question, l'homme a continué « Qui êtes-vous » Assez sûr de moi, j'ai dit « Je suis Anne, l'amie de Léo. Vous ne vous souvenez pas ?» Aussitôt, l'homme a écarquillé les yeux. « Tu es Anne » a-t-il dit, stupéfait, en appelant rapidement sa femme. « Hé, Anne est là, la fille de Louis, en France. Tu sais, la fille de Louis. » Au mot Louis, j'ai eu la certitude. Louis est le nom de mon père. Sa femme est sortie et a dit « Tu es vraiment Anne ?»« C'est vraiment toi, Anne ?» Et elle m'a serré fort dans ses bras. « Anne, tu as grandi et tu es si belle » a-t-elle ajouté en versant des larmes. « Vite, entre » Les parents de Léo m'ont fait asseoir et m'ont posé de nombreuses questions. Comment j'avais vécu jusqu'à présent, ce que je faisais maintenant et bien d'autres choses. Ils n'avaient plus la même apparence que dans mes souvenirs d'il y a plus de 10 ans et les rides sur leur visage s'étaient creusées, mais leur atmosphère était restée la même. Je ne savais pas par où commencer. Il était déjà prouvé que l'histoire de mon grand-père était fausse et que celle de ma grand-mère et de Monsieur Louis était vraie. Alors nous n'avons pas parlé de mon père. Nous ne le pouvions pas. Les parents de Léo et moi, comme si nous nous étions concertés, n'avons parlé que des souvenirs heureux du passé. Anne, tu repars demain, n'est-ce pas? Alors il est tard. Passe la nuit dans la chambre de Léo. De toute façon, Léo vit seul à Tokyo. Il ne rentre pas. A-t-elle dit d'un ton un peu triste. Cette chambre n'a pas été utilisée depuis des mois. C'est vieux et assez inconfortable, mais repose-toi bien. Les parents de Léo, qui m'avaient toujours bien accueilli quand j'étais enfant, m'accueillaient encore aujourd'hui, plus de 10 ans après. C'est ainsi que, sans pouvoir prononcer les mots « je suis désolé » à l'oncle, j'ai dû entrer dans la chambre de Léo. Appuyé contre le bureau, en regardant la chambre,
j'ai découvert quelque chose qui m'a fait sourire. C'était le billet de train que Léo avait acheté pour aller chez mon grand-père quand il était en France. Sur le billet pour Nantes, mon visage était dessiné. Et à côté, il y avait le tube de rouge à lèvres vide que j'avais perdu. Je n'étais pas si moche que ça, et je ris. Il n'a même pas pris le portefeuille que je lui avais offert, mais il a bien pris le reste, disais-je en riant et en grommelant. Je me suis éventé la main pour calmer mon visage rougi. À cause de la fatigue du long vol, je me suis endormi adossé au lit sans même m'en rendre compte. Le matin, les parents de Léo m'ont réveillé pour manger. Ils m'ont dit que Léo allait bientôt arriver et que je pourrais aller à l'aéroport avec sa voiture. Environ 30 minutes plus tard, Léo est arrivé. En me voyant, il a été si surpris qu'il n'a pas pu dire un mot. « Vous ne vous êtes pas salués en France ?» Les parents de Léo savaient qu'il était venu en France. Et ils nous ont demandé « Vous vous êtes disputés ?» Léo a répondu timidement « Non, on ne s'est pas disputé. » Avant de partir, j'ai dit aux parents de Léo que je n'en voulais à personne pour ce qui s'était passé. Et j'ai ajouté que je savais aussi que mon père avait mal agi, donc de ne pas s'inquiéter. La mère de Léo a dit « Je suis désolé que les adultes t'aient blessé par leur manque de maturité » et elle m'a de nouveau serré dans ses bras. C'est ainsi que, bien accueilli par les parents de Léo, j'étais sur le chemin du retour vers l'aéroport de Narita. Léo, profitant de l'occasion, m'a demandé pourquoi j'étais venu ici. Je lui ai répondu du tac au tac. « Toi aussi, tu es bienvenu chez nous. » Et j'ai continué. Le dessin sur le billet de train pour Nantes, dans ta chambre, c'était bien mon visage? On ne se ressemblait pas du tout. En disant cela, Léo s'est figé de confusion. « Et pourquoi as-tu mes produits de beauté ?» lui ai-je demandé. « Je pensais les jeter, mais je n'ai pas eu le temps, » a-t-il répondu un peu sèchement. Pour ne pas le mettre plus mal à l'aise, j'ai rapidement changé de sujet. J'ai tout entendu de la part de grand-mère et de monsieur Louis. Je sais aussi que mon père a mal agi. Je n'ai pas de malentendu et je n'en veux à personne. Si j'étais en colère à ce moment-là, c'est parce que personne ne me disait rien. Léo, je suis vraiment désolé. Je pense que mon père et moi, c'est cette frustration qui était la plus grande. J'ai arrêté mes pensées qui s'étaient un peu assombries et j'ai demandé à Léo, « Quand reviendras-tu en France? Tu es très occupé? J'aimerais bien venir au Japon, mais je n'ai plus de vacances cette année. Et les vols pour le Japon sont plus difficiles à obtenir que de décrocher la Lune. » Léo a répondu, « Je ne sais pas », en restant évasif. Grâce à Léo qui m'a raccompagné, j'ai pu retourner à temps au dortoir où logeaient mes collègues. Et le vol de retour en France s'est également bien déroulé. Je suis finalement arrivé à la maison le soir. Traînant mon corps fatigué, je me suis assise à mon bureau pour ranger mes affaires. À ce moment-là, on a frappé à la porte de ma chambre et ma grand-mère a demandé si elle pouvait entrer. Elle s'est assise sur mon lit et m'a dit « Viens un peu ici ». Et elle m'a serré fort dans ses bras. Dans les bras de ma grand-mère, je sanglotais. Comme elle disait que tout était de sa faute, mes sanglots se sont intensifiés. C'est ainsi qu'en versant des larmes, elle a réconforté mon cœur. Je suis de nouveau retourné à ma routine, et depuis mon retour du Japon, je n'ai plus eu de contact avec Léo. Comme j'étais occupé par le travail, j'avais peur de le déranger en le contactant. Comme d'habitude, je rentrais chez moi, traînant ma fatigue. Cette fois encore, j'avais été absente près de 2 mois et je n'avais qu'une envie, rentrer vite et me reposer. En rentrant à la maison, j'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai salué ma grand-mère. À ce moment-là, j'ai entendu une voix d'homme familière. « Léo, tellement heureuse, j'ai enlevé mes chaussures en vitesse et je suis allée vers lui. Pourquoi es-tu venu? Il s'est encore passé quelque chose? Combien de temps restes-tu? Tu as mangé ?» Je lui ai posé toutes les questions possibles et imaginables sans reprendre mon souffle. Léo m'a expliqué qu'il prévoyait d'organiser une petite exposition en France et qu'il était venu avec les membres de son équipe. J'ai dit que c'était super et j'ai promis de venir à son exposition. Heureuse de retrouver Léo, je suis retournée dans ma chambre. Contrairement à la joie de le voir, un sentiment de vide occupait un coin de mon cœur. J'ai finalement appris que l'exposition de Léo allait commencer. Malheureusement, mon emploi du temps de vol coïncidait et j'ai dit à Léo que je ne pourrais venir que le dernier jour. Léo boudait. C'était la première fois que je le voyais, lui d'habitude si peu bavard, bouder comme un enfant. Il m'a demandé plusieurs fois la date
et l'heure exacte de ma venue à l'exposition. Je lui ai répété que j'étais désolé, mais que je ne pourrais venir que tard le soir du dernier jour, après avoir terminé mon vol. Pendant ce temps, cédant à l'insistance de Léo, dès la fin de mon vol, j'ai traîné mon corps lourd jusqu'au hall d'exposition. Le hall d'exposition n'était pas très grand. Devant l'entrée, un thème qui semblait un peu prétentieux était affiché: rencontre du passé et du présent. En ouvrant la porte, j'ai vu des décorations scintillantes au plafond, des lumières colorées qui s'allumaient et s'éteignaient, et divers objets projetés sur des moniteurs. C'était ma première rencontre avec le média art. C'est donc ça que fait Léo, me suis-je dit. À cause de mon vol, j'étais arrivé tard. Il n'y avait personne et la visite semblait terminée. Alors que je cherchais Léo du regard, soudain, entre les écrans colorés, des photos de mon enfance ont commencé à être projetées. Stupéfaite, j'ai dit « Qu'est-ce que c'est ?» en étant déconcerté. Ensuite, des photos de mon père, puis des photos de mon père et moi ensemble, ont été transformées en images en 3 dimensions et ont commencé à défiler de manière vivante. Je suis resté figé devant l'image de mon père. En fait, je ne pouvais pas lever la tête, de peur que mes larmes ne coulent et ne gâchent mon maquillage. Après la fin de la courte vidéo, les lumières du hall d'exposition se sont allumées. De loin, Léo s'est approché. J'ai rapidement essuyé mes larmes pour ne pas qu'il les voie, et j'ai esquissé un sourire forcé. « Qu'est-ce que c'est ? Comment as-tu préparé ça ?» Léo a répondu qu'il avait emprunté un peu l'album photo de ma grand-mère. « Le thème est pas mal, non ? Rencontre du passé et du présent. » « Qu'en penses-tu » J'étais reconnaissante de son geste et j'ai souri sans rien dire. Léo a repris la parole. « Tu as rencontré le passé, mais tu n'as pas encore rencontré le présent, n'est-ce pas ?» Je n'avais aucun moyen de savoir ce que signifiaient ces paroles énigmatiques. « Attends un peu » a continué Léo, puis il s'est de nouveau éloigné, et l'écran et les lumières ont commencé à s'éteindre. Léo a appuyé sur quelque chose et les lumières se sont complètement éteintes. À ce moment-là, un écran s'est allumé à l'entrée et quelqu'un a commencé à entrer. C'était un homme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants. Je l'ai reconnu au premier coup d'œil. C'était mon père. Même après des années de séparation, je n'avais pas oublié la démarche de mon père. En fait, j'avais déjà réfléchi à ce que je ferais. Est-ce que je serais en colère, heureuse, ou est-ce que je bouderais si je rencontrais mon père? J'avais élaboré d'innombrables scénarios et je m'étais entraîné seul devant le miroir, mais au moment de le rencontrer, tout cela n'a servi à rien. En voyant les rides profondes de mon père, j'avais l'impression de savoir où il avait été, ce qu'il avait fait et comment il avait vécu, sans même avoir besoin de le demander. Je n'ai rien pu dire, rien pu faire. Mon corps était paralysé. La voix basse de mon père a résonné « Anne ». Dans l'obscurité environnante, un éclairage bleu illuminait les pieds de mon père. Dans mon cœur, je me disais « Pourquoi maintenant ?» Mon père et moi sommes restés un moment debout, à nous regarder. Pas un seul mot n'a été échangé, mais je pouvais lire les sentiments de mon père. Je ne sais même pas combien de temps s'est écoulé. Léo s'est interposé entre mon père et moi. Les lumières environnantes ont commencé à s'allumer et j'ai pu voir plus clairement la silhouette de mon père. Léo s'est approché à distance et pour briser le malaise, j'ai parlé à mon père. « Papa, c'est Léo. Il est vraiment méchant, non ?» Grondez-le un peu. Mon père a pris la main de Léo et l'a remercié à plusieurs reprises. Léo a dit qu'il devait ranger le hall d'exposition et nous a fait partir en premier, mon père et moi. J'avais beaucoup de questions à poser à mon père, mais je ne l'ai pas fait. J'avais l'impression que si je lui demandais tout d'un coup, il repartirait quelque part. Comme s'il avait compris mon inquiétude, mon père m'a pris la main et m'a dit que c'était grâce à Léo et à sa famille qu'il avait pu trouver le courage de venir. Et il a ajouté qu'il ne partirait plus jamais. Vers la fin de mes vacances, j'ai de nouveau visité Paris avec Léo et nous sommes retournés sur le pont des Arts. Et j'ai demandé à Léo, « Est-ce que tu penses toujours que le soleil ne devrait pas se coucher ?» Léo m'a regardé un moment et a continué, « Maintenant, je préfère que le soleil se couche, comme ça, demain arrivera. » J'ai enfin compris ce que signifiaient ces paroles. Léo m'a rendu les moments heureux de mon enfance et m'a permis de rêver à demain. C'est ainsi que nous avons commencé une belle relation. La prochaine fois, j'aimerais vous retrouver avec une histoire encore plus intéressante sur ma rencontre avec Léo, déclenchée par un vol.
L'histoire d'aujourd'hui était celle d'Anne, qui vit en France. Si l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Votre abonnement et votre soutien sont une grande source de motivation pour la création de vidéos. Merci de votre attention.